Bonjour les enfants, j'espère que ça devient une ritournelle, mais c'est sincère que vous allez bien. Euh, Moi c'est super, sous la neige, mais bon, je peux pas vous montrer avec cet ordinateur, mais là c'est pas mal, sauf que la neige va recouvrir les morilles qui a été sortie du fait précisément on n'a pas eu d'hiver. Et que notre confinement va devoir revenir aux pâtes et non plus aux omelettes aux morilles. Mais enfin bon. Voilà, ceci posé, je reprends le fil de nos rencontres à distance et je vais essayer d'être un peu plus synthétique cette fois-ci. En plus, l'avantage, c'est que bon, je peux fumer ma pipe, donc bon, sans que vous n'y trouviez à redire. Donc, profitons-en. Euh, le gouvernement, en 1956, va rentrer dans une logique de guerre totale, va autoriser des exécutions capitales, va transférer un certain nombre de pouvoirs de la République aux autorités militaires, bref, va cautionner cette sale guerre en couvrant de son autorité des pratiques pourtant condamnables, et sur lesquelles, en tant qu'historien, je ne veux pas être professeur de morale, donc je reviendrai en détail, qui est la pratique de la torture. Tout cela est entendu, tout cela est vrai, et, circonstance aggravante, ce gouvernement, le gouvernement Guy Mollet, va envoyer le contingent, et non seulement on va envoyer le contingent, les jeunes qui font leur service militaire, mais va rappeler les classes qui ont fait leur service militaire un petit peu auparavant. Bon, c'est chiant quand on n'a pas de briquet. Enfin, bon, voilà. Voilà. Bon. Donc je vais être obligé d'être sobre. Donc, ce tableau, sans aucune nuance, et que l'on va symboliser par la bataille d'Alger, à compter de la fin décembre, le début janvier 50, fin décembre 56, début janvier 57, est un tableau accablant. Alors de deux choses l'une, soit on s'en tient là, soit on essaye de préciser. Et si on essaye de préciser, ben, on est obligé d'arriver à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et là encore, probablement assez à contre-courant de la pensée commune qui tient lieu de vérité officielle. Tout part de la volonté de Guy Mollet de renouer les fils du dialogue. Mais à sa façon, c'est-à-dire à la façon d'un président du Conseil de la République française, homme de gauche par ailleurs, et qui a une conception relativement étroite de ce que c'est qu'une république démocratique et laïque. Et donc, son principal atout, c'est de cesser le système du gouvernorat général, qui avait fonctionné, j'ai évoqué le rôle de gouverneur général, d'un gouverneur général extrêmement remarquable, comme Yves Châtaigneau, j'en ai évoqué d'autres, moins brillants, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Nagelène. Mais l'idée d'un gouvernorat général montrait bien l'état de suggestion, tandis que Guy Mollet crée un grand ministère de l'Algérie, et il entend mettre à la tête du ministère de l'Algérie un vieux général, le général Catroux.
Alors Catroux est quelqu'un d'important parce que c'est l'homme qui a mis, par exemple, fin au mandat français en Syrie. C'est l'homme qui a favorisé l'indépendance de la Syrie. Et donc, le choix du général Catroux, de ce vieux général, il doit avoir plus de 84 ans à cette époque-là, est quand même un choix qui a une très grande portée. D'abord en direction de l'armée, premier élément, figure respectable, éminemment respectable, et deuxièmement en direction des nationalistes algériens, on vous met le type qui a permis à la Syrie d'accéder à l'indépendance. Donc, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait clair. L'orientation du gouvernement, c'est de favoriser le dialogue. Et pour installer le général Catroux, et dans la foulée de la concurrence que je vous ai expliquée lors d'une précédente vidéo, dans la foulée de la concurrence avec Mendes, il annonce son intention de se rendre à Alger le 6 février 1956 pour mettre fin au système du gouvernorat général et de mettre en place le général Catroux. Vous comprenez qu'en soi, cette démarche est une démarche qui, évidemment, est tout à fait respectable, tout à fait logique. C'est pas la démarche d'une guerre à outrance. Et donc, on se doit de comprendre pour quelles raisons cette démarche, mue par des bonnes intentions, va aboutir à un résultat radicalement opposé. Alors, je ne prétends pas avoir une vérité sainte et révélée sur cette affaire-là, mais enfin, ayant quand même consacré beaucoup de mon activité de recherche à ces questions-là, je peux essayer de vous donner, comme disait Mitterrand, ma part de vérité sur le sujet. Ma part de vérité, c'est la suivante. C'est que, outre que c'était une connerie innommable d'aller à Alger, parce que quand on est dans un climat où la raison est inaudible, et ça arrive en histoire, aller à Alger, ça ne pouvait que jeter de l'huile sur le feu. Et donc, à Alger, ça a été, on a dit la journée des tomates, c'est pas ça, exactement. D'abord, il faudrait me démontrer qu'on trouvait en Algérie des tomates et en février, c'est pas la saison. Mais indépendamment de ce point de détail, non, ce sont des pierres, c'est une émeute. On passe à deux doigts d'un bain de sang. Et donc, il faut rechercher quelles sont les raisons de cette émeute. Pour les Français d'Algérie, par définition, la nomination du général Catroux apparaît comme une provocation. Le mec qui a fait l'indépendance de la Syrie est par définition jugé suspect de préparer l'abandon de l'Algérie. Et donc, si vous mettez bout à bout les deux composantes, on termine, on achève le gouvernorat général et on met un ministre de l'Algérie. Et deuxièmement, on vire le gouverneur général qui précède, et sur lequel je vais dire quelques mots, parce que c'est aussi dans la psychologie collective du moment quelque chose d'important. Et on le remplace par celui qui a fait la paix, qui a fait l'indépendance de la Syrie. Quelle conclusion on peut en tirer? Donc c'est dans un climat extrêmement agité que Guy Mollet arrive. Ce climat a été préparé par la presse locale
et ça dégénère. Ça dégénère, des manifestations, une foule nombreuse, l'hostilité d'une partie de l'armée, le sabotage des communications téléphoniques par les postiers d'Alger, et Guy Mollet est extrêmement marqué par un fait. Ce fait est le suivant: ceux qui manifestent contre lui, ce sont ceux qui votent pour lui. C'est pas des grands capitalistes, exploiteurs du peuple, faisant suer le burnous. Non, 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 non. C'est des petits postiers, des petits artisans, des petits commerçants, des ouvriers qui sont chez eux, qui s'estiment être chez eux en Algérie, qui veulent rester chez eux. Et au moment où ils seront au monument aux morts, alors là, c'est l'émeute. Et Guy Mollet, qui est accompagné de plusieurs ministres, a une réaction qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même à mettre à son honneur, c'est qu'il ordonne aux forces militaires dépassées, il ordonne de n'ouvrir le feu en aucun cas. Il ne veut pas que, bien évidemment, le sang coule. Et donc, la suite de ce qui va se passer, à savoir ce qu'on va appeler pudiquement la démission du général Catroux, je vais revenir sur comment s'est passée cette démission concrètement, parce qu'on a dit beaucoup de conneries sur ce sujet, va a posteriori apparaître comme la conséquence de la faiblesse du gouvernement de la République qui aurait cédé, qui cède devant l'émeute. Donc, accusation de retourner sa veste immédiatement, d'abandonner les petites intentions libérales de son gouvernement pour entrer dans une politique strictement répressive, et accusation encore plus grave de lâcheté et de valerie. Voilà le procès fait par les procureurs. Alors, pour moi, les choses se sont passées quand même de façon un petit peu plus compliquée. Le traumatisme de Guy Mollet face à cette émeute populaire, ça c'est une évidence. Un des ministres proches de Guy Mollet qui l'accompagne au monument aux morts l'a entendu murmurer « c'est le Golgotha hein ». Et puisque c'est le Golgotha, et bon, vous savez ce que c'est. Bon. Mais là n'est pas l'essentiel. Il n'y a pas eu de réaction de peur physique de Guy Mollet. Guy Mollet est un ancien résistant, un homme dont beaucoup de proches ont été arrêtés à Arras en 43, en 44, notamment Pierre Baudel. C'est des amis vraiment proches. Et c'est pas la peur physique. Non, c'est qu'il est complètement, par rapport à ces stéréotypes de qui représente l'électorat du Parti socialiste, le peuple, quoi. Il est totalement traumatisé par cette foule de gens dont il serait par ailleurs, ça n'y aurait pas la question algérienne, le porte-parole. Et donc, c'est un véritable traumatisme. Alors, sur l'affaire de la démission même, après coup, et pendant des années et des années, pour noircir l'image de Guy Mollet, on va dire qu'il a cédé devant l'émeute. La preuve, il va exiger la démission du général Catroux, qui ne l'a pas accompagné le 6 février, qui est resté à Paris.
Et donc on va donner prise à la légende selon laquelle Quatreau aurait été prêt à remplir sa mission alors même que les Français d'Algérie n'en voulaient pas. En réalité, alors cette thèse est notamment défendue publiquement par quelqu'un qui a un pignon sur rue comme Jean Lacouture, qui fera un article dans Le Monde au moment de la mort du général Quatreau sur le sujet, un article qui repose sur un mensonge. Non, le général Quatreau va de lui-même à Paris, depuis le bureau du président de la République, René Coty. J'ai publié tous les témoignages, toutes les sources sur cette affaire-là, avoir Guy Mollet au téléphone. La conversation va être très difficile parce que la Poste à Alger, en état d'insurrection, va couper les communications. Elles seront extrêmement difficiles à rétablir par le biais des militaires. Et Quatreau a fait part au président de la République que dans ces conditions-là, il renonçait à sa fonction de ministre résident en Algérie. Il ne se rendrait pas en Algérie. Et Guy Mollet a tout fait pour lui dire non, mais il faut, on accepte, on ne cède pas, il faut y aller. Donc l'affaire de la capitulation, c'est Quatreau, et René Coty finit par expliquer à son président du Conseil que, bien évidemment, les choses ne peuvent pas marcher, Quatreau ne veut pas venir, parce que Quatreau, et c'est l'argument ultime qu'il donne, ne veut pas être conduit à s'opposer à l'armée. Il ne veut pas un conflit avec ses collègues de l'armée. Vous allez dire qu'encore une fois, je m'attarde sur des détails. Non. C'est très important de comprendre des choses et de comprendre comment, en travestissant les faits, on fabrique une figure repoussoire a posteriori. Donc, exit Quatreau, se pose la question du successeur. Et Guy Mollet va proposer à plusieurs personnes. J'ai évoqué dans la dernière vidéo le fait qu'il proposerait à Pierre Mendès France, que Mendès France refusera pour une raison impérieuse et éminemment respectable et recevable. Il propose le poste à Gaston Defferre, qu'il avait nommé comme ministre de la France d'Outre-mer et qui est l'homme qui va préparer l'indépendance de l'Afrique noire, avec brio, avec succès, sous la houlette de son directeur de cabinet qui va préparer la loi cadre de la décolonisation de l'Afrique. Le directeur de cabinet, c'est Pierre Messmer, qui sera ensuite ministre du général de Gaulle, je crois Premier ministre de Georges Pompidou, un socialiste gaulliste parce que résistant, hein, c'est cette génération-là qui est aux affaires, et que vous n'avez pas le droit de traiter de lâche. Defferre dit ok, j'y vais, mais je veux l'autorisation de tirer sur tout le monde, musulmans comme européens, ce qui est tout à son honneur. Tout à son honneur. Et là, les cadres de l'armée expliquent ok, tirer sur les musulmans, aucun problème, et tirer sur les Européens, là, vous allez un peu loin, monsieur. Donc, exit Defferre. Et finalement, son choix va se porter sur un homme qui est un homme qui va, donc là aussi, comme celle de Guy Mollet, la mémoire va devenir honnie, Robert Lacoste. Alors Lacoste, si on fait son itinéraire, est quelqu'un de tout à fait remarquable. C'est un des cadres de la CGT d'avant la guerre, lorsque la CGT n'était pas proche du Parti communiste, hein, c'est la résistance, c'est
c'est la Seconde Guerre mondiale qui va... C'est un grand syndicaliste qui a toujours rêvé d'être ministre des Affaires sociales. Il a obtenu ce poste. Et c'est un élément psychologique peut-être, mais qui a son importance. Il va renoncer pour accepter le mandat en Algérie, ministre de l'Algérie. Il va accepter de renoncer au poste de ministre des Affaires sociales, qui était celui dont il avait toujours rêvé. Et dans le cadre des réformes sociales, j'en ai évoqué quelques-unes non négligeables, la 3e semaine de congé payé par exemple, qu'il allait pouvoir marquer de son empreinte comme un grand réformateur. Et ça, Mollet, qui le connaît, parce que ils sont proches à la direction du Parti socialiste, l'un et l'autre, après avoir eu des affrontements très, très sévères à la fin des années 40. Lacoste et Mollet se connaissent tellement bien que Mollet sait très bien que son camarade accepte de renoncer à ce qui lui tenait le plus à cœur, au nom de sa conception, le service de l'État. Et quand Lacoste prend ses fonctions, au lendemain du 6 février, il était présent à Alger, lui, sur place, contrairement à Catroux, alors, évidemment, on passe à autre chose. Parce que Lacoste arrive dans la volonté, dans l'idée, dans l'état d'esprit d'un socialiste classique, les salauds, c'est les colons. Et comme il n'avait pas un langage très châtié comme votre serviteur, sa première parole qu'il a grimée, c'est « T'inquiète pas, les colons, je vais les enculer. Je les aurai. » Et le mot que je viens de citer, c'est le successeur de Lacoste au ministère des Affaires sociales, Albert Gazier, puisqu'il faut bien nommer un successeur, puisque Lacoste devient ministre de l'Algérie, eh ben, c'est Albert Gazier qui me l'a raconté. Et toute la dérive postérieure, lorsque Lacoste va se trouver, comme ses prédécesseurs au gouvernorat général, contaminé progressivement par l'état d'esprit petit blanc, colon, pour s'orienter vers une défense exclusive des colons, eh bien, tout simplement, Guy Mollet, même lorsqu'il voudra le lourder, à 2 reprises au moins, Guy Mollet ira à Alger pour virer Lacoste. Et il ne le fera pas parce que Lacoste lui a rendu cet incommensurable service que d'accepter une patate chaude dont personne ne voulait. Vous avez là, et c'est peut-être la psychologie de Akatsu, mais vous avez là un élément très important. Quelles que soient les dérives après coup, puisqu'au départ Lacoste est pour mater les colons, quelles que soient les dérives après coup, quand sa politique devient un soutien exclusif aux colons, Guy Mollet, et c'est une faute terrible, parce qu'il lui a rendu ce service le 6 février, refusera de démissionner Robert Lacoste. Un mot également sur cette histoire, quand je dis qu'il va être contaminé progressivement par l'état d'esprit. Mis à part Negelen, dont les circonstances politiques, lorsqu'il remplace Yves Châtaigneau, sont éminemment claires, il est en mission commandée pour saboter la libéralisation qu'avait tenté de mettre en place Châtaigneau. Tous les gouverneurs généraux, même les plus humanistes, même les plus libéraux, à leur arrivée à Alger,
ont psychologiquement et intellectuellement évolué pour la même raison que Guy Mollet a été traumatisé par les maîtres du 6 février. Leur schéma préétabli de la colonisation des grands colons, des grands exploiteurs, vole un éclat. Parce que comme je vous l'ai dit dès le début, en vous précisant que c'était évidemment pour vous inaudible, les colons français en Algérie, la population française en Algérie est à l'image de la société française. Et plutôt vers le bas. Et donc tout le cadre classique de discours anticolonialiste, l'exploitation capitaliste, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, que sais-je encore, pour séduisant que cela soit dans les beaux salons parisiens, devient complètement inopérant en Algérie. Et là, voilà. Donc, le retour de Guy Mollet à Paris, tout le monde a conscience de la catastrophe et tout le monde comprend que, même si c'était qu'une parole de Préau en décembre 55, mettre un terme à une guerre injuste et imbécile, ça ne va pas être si facile que ça. Tout le monde comprend que on va passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appellera un triptyque. Je vais y revenir tout à l'heure, enfin la prochaine fois, parce que là encore je me suis étalé. Cessez le feu. Préalable, nous ne ferons rien sous la contrainte de la violence. Cessez le feu. Négociation. Élection. Et va se poser dès lors la question de comment on obtient un cessez-le-feu et avec quel interlocuteur on négocie. En attendant, dès mars 1956, le vote des pouvoirs spéciaux, acquis à l'unanimité de l'Assemblée, Parti communiste compris, transférant à l'armée un certain nombre de pouvoirs. Parce que si on veut obtenir le cessez-le-feu, et là il y a un consensus général dans les forces politiques françaises et dans la société française, quelle qu'elle soit, il faut un arrêt préalable des violences. Tant que l'on n'aura pas obtenu cet arrêt préalable des violences, rien ne sera possible. Et c'est en cela que le 6 février 56 est une catastrophe. Un mot, pour revenir quelques minutes en arrière, sur... parce que vous pourriez m'objecter que, bon, bien évidemment, la contamination intellectuelle frappe que des gens qui n'ont pas de formation universitaire ou intellectuelle. C'est faux. Le prédécesseur de Lacoste, c'est Jacques Soustelle. À ma connaissance, quand Jacques Soustelle arrive en Algérie en 1955, c'est un ultralibéral, c'est un homme de gauche, c'est un grand universitaire, un grand anthropologue, spécialiste de l'Amérique précolombienne, un des plus grands spécialistes reconnus mondialement. Il n'est pas partisan de la colonisation, au contraire, il est anticolonialiste, Jacques Soustelle. Mais au contact de cette réalité algéroise que je viens de décrire tout à l'heure, il vire à 180 degrés. Donc si vous mettez bout à bout cette évolution-là,
Le fait qu'on ne veuille pas négocier sous la violence, euh, qu'il faut trouver un interlocuteur représentatif, ben, vous avez la complexité de l'équation. Bon, ça fait une demi-heure que je parle, donc après je ne vais pas arriver à télécharger. Bon, donc je vous adresserai la suite plus tard. Bon courage.